Bienvenue dans votre nouveau magazine Déco-Région. Vous avez pu le constater, nous avons changé le décor, on a mis un petit peu de jaune, ça fait plus joyeux, mais notre ADN reste le même, mettre en valeur les entreprises qui se bougent dans votre territoire. C'est parti pour le sommaire. Et nous allons découvrir cette semaine Idogi, le premier chien robot qui permet de ramener chaque soir les poules qui vivent en extérieur au bercail. Ce robot est remarquable. Présentation dans un instant avec TVRL. Là où il n'y a pas de robot pour lutter contre les frelons asiatiques qui dévorent nos abeilles, il en faudrait peut-être. LMTV nous en dira plus. Les tubes de nos vies, non, ce ne sont pas des tubes de musique, mais des tubes hyper fréquences uniques en Europe, qu'on utilise pratiquement partout, tous les jours. TV78 nous en dira plus. Et puis quel bilan pour le tourisme? Autant le dire, en France, c'est pas la folie, et dans l'Aube, c'est plutôt mitigé. Reportage de Canal 32. Enfin, nous verrons comment s'organisent deux communautés de communes en Haute-Marne et en Moselle pour devenir attractives en termes d'emploi. Un exemple intéressant et inspirant à découvrir dans le reportage de Puissance Télévision. Il s'appelle Idogi, le premier chien robot de France, imaginé et conçu dans les Landes. Il permet de rapatrier, si j'ose dire, toutes les poules qui vivent en extérieur. Le soir, paf, c'est le chien qui le fait. Il a été présenté devant les caméras de TVRL. Un sacré toutou. Idogi est un robot autonome qui a été développé pour devenir une aide aux éleveurs de poules de plein air et remplacer l'homme le soir pour guider les volatiles vers les cabanes où elles passeront la nuit. Une tâche fastidieuse et chronophage. On l'a regardé se repérer dans l'élevage, tourner autour des cabanes, éviter des obstacles, m'éviter carrément. Et clairement, je pense que, toute confiance dans le fait que Evotech soit capable d'avoir une danse avec les poulets pour les faire rentrer dans les cabanes directement. Effectivement, les ingénieurs ont inculqué au robot cette démarche particulière consistant à contourner et entourer une poule pour la forcer à rentrer au bercail, un mélange de robotique et d'intelligence artificielle. Et ensuite, il a des caméras avec lesquelles il va reconnaître une poule d'un renard, par exemple, et en fonction, avoir des actions. Donc si c'est un prédateur, par exemple, il va pouvoir avoir des actions d'effarouchage. Si c'est une poule, il va optimiser ses déplacements pour pouvoir les rentrer dans les poulaillers. 3 ans de développement ont été nécessaires pour, entre autres, stabiliser cette machine. En la poussant avec le pied, elle ne bascule pas. Ça, lui, il connaît toujours la position de ses moteurs et la force exercée sur ses moteurs. Et en fonction de toutes ces informations, il agrège tout ça et il sait à peu près dans quelle position il est et dans quelle position il doit être. Et il arrive à réagir en temps réel uniquement grâce à ça. Et le comportement du robot est impressionnant, même en le soulevant. Ce robot, qui n'aboie pas et qui ne mord pas, du moins pas encore, sera commercialisé en 2026. Les frelons asiatiques sont de féroces tueurs d'abeilles. Là, il n'y a pas de robot. Toute la France est concernée aujourd'hui, il faut le dire. Résultat, moins d'abeilles, moins de miel et une situation qui devient inquiétante. Exemple concret dans ce reportage de LMTV. Cette année, le miel d'Alain Calixte a un goût amer. Comme on a eu des pertes de colonies, donc il y a forcément beaucoup moins de production de miel. Vous pouvez estimer la perte à 30-40% de miel en moins. Depuis le début de l'été, l'apiculteur fait face à une véritable invasion de frelons asiatiques. Un insecte vorace qui prédate directement ses abeilles à leur sortie des ruches. Là, je m'habille pour aller combattre les frelons asiatiques. Armé de sa raquette électrique, tous les jours, le producteur de miel passe plusieurs heures dardard à tenter d'éliminer un maximum de ses envahisseurs. Dans le bol, c'est des frelons asiatiques que j'ai attrapés à la raquette électrique dans environ 3 heures et demie de chasse, si on peut dire. J'en ai jamais vu autant. Je suis un peu démoralisé. Malgré le sourire de façade, la situation est grave. Les frelons asiatiques ont déjà totalement éradiqué une dizaine de ces ruches et les abeilles survivantes n'osent plus sortir. Elles sont stressées par les frelons. Et s'il n'y a pas de pollen, elles ne peuvent pas élever de larves. Donc s'il n'y a pas de larves, il n'y a pas d'abeilles. Comme en ce moment, elles sont en train de préparer les abeilles d'hiver. Donc c'est quand même inquiétant. Alors pour gagner ce combat, l'apiculteur compte sur le piégeage, qui reste surtout efficace au printemps, avant la formation des nids.
Depuis 50 ans, Thales crée sur son site de production de Vélizy-Villacoublay des tubes électroniques hyperfréquence. Un outil peu connu et pourtant devenu indispensable dans notre quotidien. Les explications de TV78. Vous ne le savez peut-être pas, mais sans ce tube, il vous serait impossible d'appeler vos proches à des milliers de kilomètres ou encore de chauffer votre plat dans votre micro-ondes. Cet objet, c'est un tube électronique hyperfréquence qui, comme son nom l'indique, va générer des ondes hyperfréquence. Mais alors concrètement, c'est quoi ? Un tube hyperfréquence, c'est un objet assez complexe qui va utiliser des principes physiques pour amplifier une onde radio. Alors ça a beaucoup d'utilités historiques qui peuvent être liées aux communications ou au radar ou à certaines applications militaires ou scientifiques. Il existe différents types de tubes qui sont présents dans des secteurs comme la défense, la recherche scientifique ou encore l'exploration spatiale. Par exemple, on a les clistrons qui sont utilisés dans des radars militaires et puis dans des gammes plus importantes, on retrouve les gyrotrons. Les gyrotrons, c'est pour une nouvelle application de fusion nucléaire. On va chauffer dans des nouvelles centrales des gaz qui, en les chauffant à très très haute température, 150 millions de degrés, ils vont dégager beaucoup d'énergie et donc ça va nous permettre d'avoir l'énergie verte de demain. Il existe aujourd'hui très peu de fabricants de gyrotrons dans le monde. En Europe, le seul fabricant industriel, c'est Thales, ce qui en fait un des leaders du marché. Le site de production se situe dans les Yvelines, à Vélizy-Villacoublay, et cette année, il fête ses 50 ans. L'enjeu pour Thales, ici, à Vélizy, c'est vraiment de savoir maintenir un savoir-faire exceptionnel, très rare, et également de développer ces composants pour les besoins futurs. Que ce soit pour les satellites de nouvelle génération, pour typiquement les missiles antiaériens aujourd'hui qui font l'objet d'une attention particulière dans un contexte international très tendu. Aujourd'hui, près de 800 collaborateurs répartis sur 60 métiers différents fabriquent ces pièces à Vélizy-Villacoublay. L'été arrive à sa fin et cette saison, autant le dire tout de suite, n'a pas été top. Au niveau national, ça n'a pas bougé. Au niveau régional, en fonction des zones, tout n'est pas très drôle. Exemple cette fois-ci dans l'Aube. Bilan mitigé. Reportage de Canal 32. La saison touristique dans l'Aube affiche un bilan mitigé avec une baisse d'environ 4% de la fréquentation globale. Cette tendance s'explique notamment par le recul significatif de la clientèle internationale. Troyes a accueilli en moyenne plus de 200 visiteurs par jour. En revanche, la zone des Grands Lacs de Champagne enregistre une baisse de fréquentation de 10%. La part des visiteurs étrangers chute à 14%, tandis que les Français représentent désormais 86%. Les séjours sont plus courts et la consommation sur place en baisse. On sent évidemment qu'il y a une saison en demi-teinte pour la restauration. Et c'est vrai que tous les acteurs n'ont pas tiré leur épingle du jeu. On est sur un territoire en pleine nature. Donc forcément, les activités de pleine nature vont souffrir du mauvais temps de la fin juillet. En revanche, des acteurs comme le musée Napoléon vont tirer bénéfice de cette météo un peu moins favorable. On n'a pas d'effet indésirable de cette vidange, en tout cas sur notre territoire de compétences. Les dates de fermeture de la baignade ont été repoussées, ce qui fait que les acteurs ont quand même pu profiter plus longuement que ce qu'on leur avait annoncé de la saison. Avec plus de 11 000 visiteurs recensés dans la Côte des Bars en Champagne, les Français représentent 79% de la fréquentation contre 21% pour les visiteurs étrangers. Les nuitées sont en hausse de 5% grâce notamment au début précoce des vendanges. C'est les événements aussi qui font la fréquentation, que ce soit au Château de Vaux, que ce soit à Essois, que ce soit au Rissé. Après, au niveau de la fréquentation, ça dépendait du temps. Juillet n'a pas été terrible, août a été meilleur. Après, il faut savoir que le point d'orgue chez nous, c'est la route du Champagne qui amène énormément de touristes. Je trouve qu'on parle toujours de chiffres et on est déçu quand il y a un peu moins. Mais moi, je trouve que dans tous les offices, que ce soit dans la Côte des Bars, la qualité prédomine et s'accentue d'année en année. Je trouve la qualité de l'accueil, la qualité des boutiques, la qualité de ce qui est proposé par les offices. Les lieux les plus visités par les touristes ont été les magasins d'usines de Troyes et le parc Nigloland. Ces deux sites ont attiré aussi bien des touristes français qu'étrangers. Les festivals organisés dans la région ont attiré plus de monde avec une hausse de presque 6%. Parmi les activités choisies, le patrimoine arrive en premier avec 37% des visiteurs. Les fêtes et événements suivent avec 19%. Les activités en pleine nature représentent 15%.
Enfin, les découvertes autour des produits du terroir comptent pour 13%. 2 agglomérations et 2 communautés de communes pour un territoire d'industrie. Nous sommes en Haute-Marne, mais aussi dans la Meuse. Objectif, créer un maillage local autour de CIGEO pour ramener de l'emploi, mais aussi de créer une économie florissante. Mais cette nouvelle initiative prend aussi en compte le logement et le bien-vivre des collaborateurs. Un reportage intéressant de Puissance Télévisions. 2 agglomérations et 2 communautés de communes pour un territoire d'industrie. Le mercredi 17 septembre dernier, de nombreux élus et de chefs d'entreprise se sont réunis à Écuré pour le lancement d'une nouvelle opération, un maillage local autour de CIGEO pour ramener de l'emploi, mais aussi créer une économie florissante. Mais dans cette nouvelle initiative, le cadre de vie est aussi pris en compte. Vous savez, quand une usine elle ouvre ici ou quand elle veut recruter, mais c'est très difficile, notamment pour les cadres supérieurs. Qu'est-ce qu'ils cherchent un cadre? De la qualité de vie, donc un peu d'ambiance, de l'habitat, de bons logements. Ensuite, bien sûr, ce qu'il faut pour le conjoint quand il vient, il faut qu'il ait un travail et puis pouvoir trouver de quoi accueillir les enfants en termes éducatifs ou bien de petite-enfance ou scolaire. Et là, parfois, une ville seule, elle ne peut pas répondre. Donc c'est là où parfois c'est dans le village d'à côté que le cadre va trouver ce qui lui plaît ou que le salarié va trouver ce qui lui plaît. Si on est seul, on n'est pas bon. Il faut vraiment qu'on soit ensemble. Dans chaque regroupement de communes, une entreprise a été choisie afin que l'agglomération et l'État investissent dedans, afin de créer des emplois supplémentaires. Nous, le projet qui a été retenu, c'est la fromagerie donc, de Biencourt, un spécialiste dans le brie de moût. Donc aujourd'hui, ils sont 80 employés et le projet, c'est d'investir une dizaine de millions d'euros, même un petit peu plus, et augmenter la capacité, le nombre d'employés. Voilà, sur notre territoire, voilà le projet. Créer des emplois, bien sûr, faire évoluer les entreprises, pérenniser aussi les entreprises. Une entreprise comme la fabrication de brie de moût, il faut que ce soit pérennisé, il faut que ce soit bien contrôlé. Voilà, c'est des sujets, c'est des dossiers des entreprises très spécialisées où il faut les aider autant en ingénierie que également financièrement. Territoire d'industrie vient de s'implanter dans le nord haut-marnais et le sud meusien pour pallier aux problèmes de recrutement. Ce programme comprend 4 axes majeurs. Alors Territoire d'industrie, donc c'est un programme de l'État qui a fixé 4 axes de travail que sont la transition écologique et énergétique, créer un écosystème d'innovation ambitieux, lever les freins au recrutement et mobiliser un foncier adapté. Il y a bien une volonté d'accueillir de nouvelles industries et aussi, vraiment c'est l'équilibre entre les deux, pérenniser le maintien des entreprises sur notre territoire. Il est également question de requalifier les friches industrielles pour permettre aux entreprises de venir s'installer plus facilement sur le territoire, notamment la friche Gendeur à Lille-en-Rigaud, fermée depuis 2001. Des projets sont en cours pour potentiellement la réhabiliter dans les années à venir. Merci d'avoir suivi cette émission qui est toujours disponible, bien entendu, en replay vidéo sur le site internet de votre télévision. Nous sommes également diffusés à la radio, mais aussi en podcast audio. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.